président de la République reçoit l'ambassadeur de France et un émissaire du président centrafricain Michel Dodjda. La ministre de la fonction publique passe en revue devant les inspecteurs et contrôleurs du travail le contenu de la décision du Conseil des ministres sur leur corps. Lancement des journées nationales de la microfinance pour promouvoir les micro-projets. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Mais avant le développement de ces titres, nos meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année 1435 de l'Hégire. En effet, le premier jour de cette nouvelle année commence demain. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public ce soir par le comité central de surveillance du croissant lunaire. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience M. Hervé Besancenot, ambassadeur de France dans notre pays. La rencontre a porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et la France et les moyens de les renforcer dans tous les domaines. Le président de la République a également reçu en audience ce lundi M. Octave Oudghegbe, envoyé spécial du président centrafricain Michel Dodjda. L'audience s'est déroulée en présence de M. Brahim El-Dadda, conseiller à la présidence de la République, et de M. Nimaka Ismaïla, ambassadeur de la République de Centrafrique en Mauritanie. Au terme de la rencontre, l'envoyé spécial centrafricain s'est déclaré porteur d'un message du président centrafricain relatif au renforcement des liens de fraternité existants depuis longtemps entre la Centrafrique et la Mauritanie. Nous l'écoutons. Porteur d'un message au chef de l'État, et ce message, c'est un renforcement des liens de fraternité qui lient depuis longtemps la République centrafricaine et la République islamique de Mauritanie. La ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Mme Matim Hamadi, a tenu ce lundi à Nouakchott une réunion avec les inspecteurs et contrôleurs du travail, au cours de laquelle elle a appelé l'auditoire et la discipline et au labeur dans le travail. Elle a indiqué également que l'adoption faite par le Conseil des ministres au cours de sa dernière réunion du texte sur le corps spécial des inspecteurs et des contrôleurs du travail est de nature à moderniser le cadre juridique les régissant pour améliorer leurs conditions matérielles et morales. Dans ce cadre, a-t-elle souligné la situation de la gente féminine qui représente 31% des travailleurs sera également l'objet d'attention. Elle a rappelé à ce propos que les femmes bénéficient des indemnités de retraite, de l'ouverture de recrutement dans la fonction publique, après avoir été circonscrits au département de la santé et de l'enseignement, précisant que 6 850 fonctionnaires ont été recrutés au cours des 4 dernières années. Pour sa part, le président de l'amicale des inspecteurs et des contrôleurs du travail, M. Khaled Oulcherna, a indiqué dans ce cadre que l'adoption de ce nouveau texte est un important événement du fait qu'il donne lieu à des nouvelles incitations de nature à améliorer les conditions de vie de cette catégorie de citoyens. Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ont requis la valorisation de cet acquis en veillant à l'application stricte des lois en vigueur. Le ministre de l'enseignement secondaire a effectué aujourd'hui en compagnie du Wali de Nouakchott une visite d'information et de prise de contact au niveau du collège numéro 1 d'Elmina, et ce à la suite du transfert des élèves du lycée d'Elmina vers cet établissement en attendant la réfection de ce dernier sinistré à la suite des pluies. À cette occasion, le ministre de l'enseignement secondaire a fait la déclaration suivante.
Aujourd'hui, nous venons de terminer une tournée au lycée d'Elmina. Hier, on était sur le site du lycée qui était inondé et on avait dit que nous avons trouvé une solution en faire alterner le collège avec les lycées d'Elmina. Nous avons passé en revue toutes les classes qui sont là, les professeurs sont là, les élèves sont là et nous sommes en train de voir quelles sont les mesures les plus adéquates et les plus rapides pour réhabiliter les lycées. Et en attendant, nous avons demandé aux élèves de comprendre cette alternance qui existe entre les deux collèges et qui est en fait un système classique. On le fait quand on a une pléthore quelque part, on le fait quand on a un manque de bâtiments. C'est un collège fonctionnel et tous les personnels du lycée, et tous ces professeurs sont présents et les élèves aussi sont présents. Et nous leur promettons, Inch'Allah, de résoudre ce problème le plus vite possible. Toujours dans le domaine de l'enseignement, la problématique de l'éducation des filles a constitué aujourd'hui le thème de l'atelier de réflexion organisé dans le cadre de la Journée internationale de jeunes filles. Les participants à cet atelier étaient conviés à approfondir la réflexion sur l'innovation pour promouvoir l'éducation des filles. La secrétaire générale du ministère de l'Enseignement fondamental a fait savoir que malgré les efforts consentis dans le domaine de l'égalité des chances entre les deux genres au niveau de l'enseignement, le taux de scolarisation reste en deçà des objectifs visés. Quant à la représentante de l'UNICEF, elle a expliqué que cette situation est due à un ensemble de facteurs d'ordre social, naturel et économique. Des initiatives visant à encourager la scolarisation des filles ont été lancées. Il s'agit de bus pour le transport des filles, des cantines et des activités génératrices de revenus pour diminuer le coût de scolarisation des parents. Au Brakna maintenant, où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Michel-Vergès, a supervisé hier matin à Alleg le lancement d'un atelier régional organisé au profit de 45 candidates aux futures élections. L'atelier vise à renforcer les capacités des femmes candidates aux conseils municipaux et législatifs ainsi qu'à les initier sur les sujets relatifs aux opérations électorales. Cette session de formation vise à renforcer les capacités des candidates postulant un poste d'élu aux élections municipales et législatives. C'est à Alleg qu'a été lancé l'atelier régional organisé au profit de 45 candidates aux futures élections dans les wilayas du Brakna, de la Saba, du Gorgol, du Tagan, du Trarza et du Guidi Maha. L'atelier vise à renforcer les capacités des femmes candidates aux conseils municipaux et aux législatifs, ainsi qu'à les initier sur les sujets relatifs aux opérations électorales, tels que le code et le processus électoral, la culture électorale, ainsi qu'à développer leurs talents individuels en matière de conduite avec la presse pour médiatiser leurs choix au cours de la campagne électorale, en plus de la mise des moyens judicieux permettant d'aider les femmes investies en matière d'appui, d'orientation et de vulgarisation. À cette occasion, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Michel-Vergès, a indiqué dans une allocution que la participation de la femme est considérée comme une base fondamentale et une logique de tout développement appelée à réussir, précisant que son implication politique est par ailleurs un indicateur du progrès et de la modernisation des sociétés. Mme Aïcha Michel-Vergès a indiqué également que le programme électoral du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, était clair à ce propos, précisant que le gouvernement du Premier ministre, le Dr Moulay Mohamed Akhdaf, a œuvré à éclore cette orientation ainsi qu'à la traduire en réalité palpable à travers ses politiques et ses programmes de développement. Madame la ministre a enfin noté la satisfaction de son département pour la candidature de la femme aux fonctions électives avec 29 listes nationales de femmes sur le plan national, appelant tous à œuvrer pour assurer l'élection du plus grand nombre de femmes au sein du futur Parlement ainsi que dans les conseils municipaux. Cette session de formation est encadrée par des experts en la matière afin d'atteindre les objectifs fixés à cette formation, en l'occurrence le renforcement des capacités des femmes.
Revenons à Nouakchott où ont été lancées les journées nationales de la microfinance organisées par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies nouvelles et la BCM en collaboration avec l'association des professionnels et acteurs de la microfinance et l'appui du PNUD. Cette manifestation vise à trouver une tribune où se retrouvent les différents acteurs du domaine de la gestion et de la promotion des microprojets. Réunis dans cette salle représentent les différents départements ministériels, la Banque centrale de Mauritanie, les institutions de la microfinance, les partenaires techniques et financiers, les établissements financiers et des ONG. Ils sont là dans le cadre de la journée internationale pour l'éradication de la pauvreté afin d'évaluer le rôle de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté, à échanger des expériences dans le domaine et par la même occasion examiner la problématique d'organisation des missions de l'Association des professionnels et des opérateurs de la microfinance. La ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des nouvelles technologies a saisi l'occasion de cette manifestation pour souligner que la microfinance participe à la création d'opportunités d'emploi, d'activités génératrices de revenus, donc à la lutte contre le chômage et la pauvreté. Fatimata Habib a indiqué que les bénéficiaires de ce système, en dépit de nombreux obstacles, ont atteint 370 000 personnes et les épargnes économisées par les micro-projets 6 milliards d'ouguiya avec un volume d'échange estimé à 12 milliards d'ouguiya. Pour sa part, la représentante résidente du PNUD a affirmé que la pauvreté continue de sévir dans le monde et particulièrement dans les pays en voie de développement, malgré l'engagement de la communauté internationale de l'éradiquer. En Mauritanie, a-t-elle dit, où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les pouvoirs publics ont fait de la lutte contre ce phénomène un des principaux axes d'intervention. La priorité accordée par le gouvernement à la lutte contre la pauvreté est traduite dans le cadre du CSLP de l'ancrage de la croissance dans la sphère des pauvres, un des principaux axes d'intervention. À cet effet, la microfinance, considérée comme un outil pertinent de réduction durable de la pauvreté, occupe une place de choix dans la lutte contre la pauvreté dans le contexte de la Mauritanie. Enfin, le président de l'Association des professionnels et opérateurs de la microfinance a décliné les points qui lui semblent fondamentaux pour promouvoir la microfinance dans notre pays. L'organisation des Journées nationales de microfinance inscrite dans le cadre de la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté en 2013, sous le thème « Travaillons ensemble pour un monde sans discrimination », bâtir sur l'expérience et les connaissances des gens dans la misère, est l'occasion pour nous, pour tous les acteurs de la microfinance, d'échanger sur les défis, les contraintes, ainsi que les perspectives de la microfinance en vue de contribuer à un développement et à une croissance économique et sociale inclusive. Deuxièmement, d'échanger sur les enjeux pour une apromie opérationnelle qui contribue à la promotion et au renforcement du secteur par la professionnalisation et l'organisation de ses membres. Troisièmement, d'échanger sur une approche concertée de promotion de la microfinance impliquant tous les acteurs. Enfin, quatrièmement, d'échanger sur les passerelles de collaboration à définir avec les principaux acteurs, en l'occurrence l'État. Il faut qu'il y ait une volonté politique, les partenaires techniques financiers et les microfinances. Suite à cette cérémonie d'ouverture, les officiels ont visité l'exposition organisée dans le cadre de cette commémoration à travers laquelle les opérateurs et bénéficiaires de la microfinance ont fait connaître leurs activités et leurs impacts dans la réduction de la pauvreté et du chômage. Ici à Nouakchott, la réflexion s'est concentrée sur le nouveau projet de loi sur la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH-Sida. L'atelier est organisé par le ministère de la Justice en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le sida. Plusieurs représentants des différents départements ministériels et des ONG de la société civile actives dans le domaine prennent part à cette rencontre. Compte rendu de Salem Mejboursal. Les pouvoirs publics travaillent depuis un certain temps à l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cela se traduit notamment par la réorganisation de la législation en matière de prévention et de prise en charge des malades du sida.
C'est dans ce cadre qui s'insère la tenue de cette rencontre de validation du projet de loi révisé sur la prévention, prise en charge et contrôle du VIH. Selon le projet, l'État met en place un système de test dépistage anonyme qui garantit l'anonymat et la confidentialité médicale des intéressés. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Lemine Ould Sidi Baba, devait justifier l'approche par ce souci constant du gouvernement mauritanien d'accentuer la lutte contre la pandémie et bannir toute forme de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-Sida. Les autorités mauritaniennes bénéficient en salade de l'aide des agences spécialisées de l'ONU, à l'exemple du programme ONU-Sida. Son représentant en Mauritanie, Dr Al-Haj Ould Abdallahi. L'apparition du sida a soulevé de nombreux problèmes qui dépassent la simple sphère médicale pour embrasser également les questions d'éthique et de droits humains. C'est dans ce contexte que de nombreuses réflexions ont porté sur la nécessité de préserver la dignité des personnes vivant avec le VIH-Sida. De ce fait, elles doivent être protégées efficacement contre la stigmatisation et la discrimination dont elles sont souvent victimes. La rencontre réunit tous les départements ministériels, particulièrement les plus concernés par la lutte contre le sida, la justice, santé, défense nationale, éducation nationale, société civile et le secrétariat exécutif de lutte contre le sida. Dans le Houd al-Qarbi, le ministère de l'Environnement et du Développement durable entame une campagne nationale de lutte contre les feux de brousse pour préserver les pâturages. Cette campagne nationale de lutte contre les feux de brousse est exécutée par des équipements appartenant à la Société nationale de l'aménagement du territoire et des travaux. Le programme lancé le mois dernier par le ministère de l'Environnement et du Développement durable prévoit l'entretien de 11 000 km de pare-feu au niveau des zones pastorales dont les pâturages sont abondants. C'est dans ce cadre que s'inscrit la tournée qu'effectue actuellement le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Mohamed Abdallahi Salim Ould Ahmedoua, dans les zones de l'Est. L'étape d'Ayoun, capitale de la wilaya du Houd al-Qarbi, a permis au secrétaire général du ministère de l'Environnement de mieux expliquer l'importance de la campagne pare-feu en cours et les moyens matériels importants mobilisés à cet effet. M. Mohamed Abdallahi Salim Ould Ahmedoua a rappelé le rôle important que doivent jouer les comités villageois mis sur pied sur toute l'étendue du territoire national afin de lutter contre les feux de brousse et la nécessité de protéger le couvert végétal consécutif à une bonne pluviométrie enregistrée cette année. La réunion d'Ayoun a permis au secrétaire général d'écouter les problèmes posés aux citoyens, problèmes liés à la sensibilisation et le renforcement des moyens ainsi que les structures régionales du département en vue de faire face à tous les feux de brousse éventuels. L'Institut national démocratique américain planche actuellement sur la réalisation d'un sondage d'opinion sur les priorités des électeurs. Cette opération est faite en perspective des prochaines échéances municipales et législatives. Participant à ce sondage d'opinion, le service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France et le Centre mauritanien des études et recherches stratégiques, en plus d'un certain nombre d'organisations de la société civile. Ce sondage, le premier du genre, va porter sur plus de 800 personnes. La coordination de l'opposition démocratique a tenu à Nouakchott une conférence de presse dans laquelle le président du RFD, assurant également la présidence tournante de la CODE, a critiqué ce qu'il a considéré de fraude électorale lors des échéances de 2009. Ould Daddah a réaffirmé que la société britannique qui a élaboré les cartes d'électeurs est accusée de corruption par la justice de son pays et que précisément cette société à laquelle nous avons confié la réalisation de nos cartes d'électeurs. Nous l'écoutons. Nous avons demandé à la presse d'assister à un point de presse. Essentiellement, le scandale qui a été révélé ces jours-ci en Grande-Bretagne dans le cadre d'une action judiciaire menée contre la société Smith et Ousmane. Cette société est accusée
d'avoir été un élément actif de corruption dans 4 pays africains, dont la Mauritanie. Donc cette société a eu l'impression des bulletins de l'élection présidentielle 2009, et vous vous souvenez qu'à l'époque, l'opposition en général et le candidat que j'étais en particulier s'était plaint d'une forme inhabituelle d'utilisation de bulletins dans lesquels l'encre, certaines lettres disparaissaient. Et nous avions à l'époque estimé que c'était une forme nouvelle que nous ne maîtrisions pas de corruption, mais elle paraissait tout à fait grave et perverse. Évidemment, on a pu dire à l'époque, et certainement on ne s'est pas gêné pour le dire, que chaque fois que quelqu'un perd une bataille électorale, il s'accroche à n'importe quel argument, vrai ou faux, de fraude, et que ça ne valait pas la peine de s'arrêter là-dessus. Activité politique dans ce journal. La section de Toujounine du parti Ribat démocratique et social a organisé hier soir un meeting populaire visant à présenter le programme du parti et ses objectifs. Le président de cette formation, Ahmed Douman, a souligné à cette occasion que le parti Ribat n'est pas un parti racial ou régional, mais une formation politique où peuvent se retrouver tous les Mauritaniens, réaffirmant son soutien au programme du président de la République, Mohamed El Abdelaziz. Un groupe de cadres et de femmes de la Muqata'a de Dar Naïm ont annoncé hier soir leur adhésion au parti Harak des jeunes pour la patrie. À cette occasion, le vice-président de cette formation, Saïd Mohamed Saïd, a loué la décision créant l'Observatoire national de contrôle des élections. Les porte-paroles du groupe rallié ont réaffirmé plutôt en son nom que la décision de leur ralliement au parti Harak est intervenue après une mûre réflexion et une lecture attentive des réalités de la scène politique. Dans le domaine de la santé, une opération chirurgicale a été effectuée ce matin à une dame grosse de 2 jumeaux siamois. L'opération visant à les séparer a réussi grâce à Allah et l'ingéniosité des chirurgiens mauritaniens. L'opération rarissime dans le monde a eu lieu au centre de santé de la Muqata'a de Sabra. Nous refermons ce journal par l'actualité internationale en brève et en images en Égypte, en Iran et au Mali avec Mariam Telbou. Costume bleu sombre, manifestement en bonne santé, voilà la première image de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi à son arrivée au tribunal. Destitué le 3 juillet par l'armée, Mohamed Morsi est depuis détenu au secret. Il doit répondre avec 14 co-accusés, dont 7 toujours en fuite, de la mort d'au moins 7 manifestants lors de heurts devant la présidence le 5 décembre 2012. Mais le procès pour incitation au meurtre du président Morsi a été ajourné ce lundi au 8 janvier 2014. Cet avion militaire français arrive directement de Kidal. À bord, les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les 2 journalistes de RFI exécutés samedi au Nord Mali. Sur le tarmac, plusieurs officiels maliens, dont le Premier ministre, aux côtés des journalistes de la radio. Un peu plus tard, la direction de Radio France Internationale atterrit à Bamako sur les visages, le choc et la douleur d'avoir perdu leurs collègues fragments assassinés.
Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré aujourd'hui que son gouvernement n'était pas optimiste sur l'issue des négociations nucléaires avec les grandes puissances. Le gouvernement n'est pas optimiste à propos des Occidentaux et des négociations en cours, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder espoir pour régler les problèmes provoqués par les sanctions économiques occidentales, a déclaré Rouhani devant un parterre d'étudiants et de collègues. Les pays occidentaux et Israël soupçonnent l'Iran de cacher un volet militaire sous couvert de son programme nucléaire civil. Téhéran dément farouchement ces accusations. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit l'ambassadeur de France et un émissaire du président centrafricain Michel Doutia. La ministre de la fonction publique passe en revue devant les inspecteurs et contrôleurs du travail le contenu de la décision du Conseil des ministres sur leur corps. Lancement des journées nationales de la microfinance pour promouvoir les micro-projets. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve demain à 21h30, Inch'Allah.